déjà un grand merci d'être là, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de clients lors d'événements. C'est passé 2 ans et on apprécie quand on est. Puis merci aussi, moi j'aime bien dire merci aux clients parce que c'est vous qui en général, vous faites des remontées, et ça nous permet d'innover constamment. Et nous, pour nous, c'est très important d'avoir vos feedbacks. Parce que là, on va faire aujourd'hui, on va parler un peu de cloud, des moves qui sont en train de se faire. On est dans le domaine de la data depuis des années, vous nous connaissez pour certains. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des moves qui sont en train de s'opérer et qui s'accélèrent actuellement. Nous, on a beaucoup de projets sur du move to cloud. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des référents aujourd'hui qui vont parler un peu du cloud, côté IDC, et ça c'est important que vous l'écoutiez. Et puis c'est surtout d'avoir vos inputs. Pour nous, c'est très important parce que les remontées sont importantes. Et puis derrière, on a un acteur qui est Snowflake, qui est présent. Et c'est des gens qui sont implantés il y a maintenant une dizaine d'années en France, où j'ai pu voir l'évolution, et c'est une technologie qui est très intéressante pour les clients qui veulent aller vite sur les projets. Leur modèle est un peu innovant. J'ai eu l'occasion de les croiser à l'époque de Salesforce. D'ailleurs, Salesforce a mis des billes, je crois, dans Snowflake. Et donc, c'est un accélérateur aujourd'hui sur les projets data. Donc voilà, c'est important pour vos feedbacks. On les attend avec impatience. Il va y avoir pas mal de questions. Et puis, n'hésitez pas, c'est interactif. Donc, on essaiera d'intervenir. Merci à vous. Voilà, bonjour à tous, moi c'est Cyril Chausson, je travaille pour le cabinet d'études EDC. Alors je prends le relais directement pour vous expliquer un peu comment on va procéder aujourd'hui. Ça ne va pas être une table ronde classique, justement on va chercher plutôt l'interaction et ouvrir une forme de conversation qui sera basée à la fois sur le cloud et également sur la data. Alors comment on va faire pour ça? On va utiliser un principe assez classique de fireside chat. Je ne sais pas si vous connaissez véritablement le concept de tout cela, mais c'est justement pour favoriser l'interaction. Comment ça va se passer? Je vais vous demander très brièvement de vous présenter. Vraiment très brièvement, votre nom et puis la société pour laquelle vous travaillez. Et puis ensuite, pareil pour Snowflake et Talend. Et puis moi, je vous présenterai une petite présentation, pas très longue, 10 minutes, 10-12 minutes. Vous savez comment on est les analystes, hein, parfois ça peut déborder. Hein. Et puis, l'idée, c'est d'apporter des indicateurs, du contexte, pour ensuite favoriser un jeu de questions-réponses entre nous, pour justement ouvrir cette conversation vers à la fois le cloud et la data. Vous avez déjà les questions qui sont là. Le thème global, c'est data et cloud, soyons agnostiques. Comment gérer les données des architectures hétérogènes, hybrides ou multi-cloud? Vous avez forcément des retours d'expérience à nous donner, vous avez des expériences à nous partager, ce qui est vraiment très important, comme l'a dit Patrick tout à l'heure. Voilà. Donc nous allons commencer. Cyril Chausson, IDC, voilà. Donc on peut peut-être commencer aussi par là, tout le monde ensemble. Oui, tout à fait. Alors, donc, moi je m'appelle Marina Détienne, moi je m'occupe du marketing chez Talend sur la région IMI et South. Voilà. Julie Perron, je suis Customer Success Manager chez Talend. Voilà, je m'occupe de la partie adoption de nos solutions. C'est Moussa Etiari, moi je travaille chez Deco, enfin, on est client, chez Deco. Chez Deco, pardon, oui, très bien. Bienvenue. Chez Deco, merci. Bonjour, moi je suis Jamel Mostefa, je travaille chez ADO en tant que Head of Data et IA. Très bien. Merci. Bonjour, je suis Tigane Kamara, je travaille chez Proximi en fait et je suis le responsable, on va dire, de la solution Talend. Bienvenue. Bonjour, Julien Calou-Joval, moi je travaille chez Burger King et je suis le data manager de Burger King en France. Burger King, très bien, bonjour. Bonjour, donc Jean-François Rive, je suis responsable du pôle IT chez AXA Bank. Bienvenue également, monsieur. Christophe Bernard, donc, je travaille chez Altis Assurance, c'est grossiste en assurance de personnes, responsable du pôle BI et flux de données. Ok, formidable, merci. Bonjour, Jean-Pierre Casquet, société Audemars Piguet, Suisse. Je suis manager ETL et data gouvernance. Très bien, bienvenue, monsieur. Bonjour, Elias Dulac, consultant BI chez Crédit Coopératif. Voilà. Messieurs, au fond. Bonjour, Benjamin Loche, chargé de compte au sein de Talend sur la partie SMB. Bonjour, Sébastien Renaud, Talend. Je suis CSM chez Talend dans l'équipe logistique. Merci beaucoup. Elias, okay. Pardon, excusez-moi, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Bonjour à tous, Michel Legrand, donc j'ai rejoint Snowflake assez récemment et avant j'ai travaillé 6 ans chez SAP. Bienvenue. À vous. Donc Jade Levent, je suis ingénieur technico-commercial chez Snowflake. On fait court aussi. Oui, absolument, c'est l'idée. Parfait. Merci beaucoup. J'ai rejoint il y a 1 an à peu près. Et donc je me suis pas présenté tout à l'heure, et Patrick c'est là, je suis directeur commercial sur les comptes stratégiques chez Talend. Merci beaucoup. Alors on va commencer cette présentation. Attendez, hop, je vais récupérer ça.
L'idée, c'est très brièvement de vous apporter un peu de contexte. Alors vous connaissez probablement IDC. IDC, c'est un cabinet d'études et de conseils qui opère à travers le monde. On est présent en France. Moi, je représente le cabinet en France, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui va m'amener vers vous, c'est vraiment vous exposer le marché de la donnée, en fait. Alors, chez IDC, on a un indicateur qui s'appelle le DataSphere, en fait. Que fait le DataSphere? Il analyse et mesure la création de données à travers le monde. Comme on peut le constater sur ce graphique, en 2020, il était créé près de 64 zeta-octets de données dans le monde, c'est-à-dire que quel que soit le canal, en fait. Et la progression est arrivée à 180 zeta-octets aujourd'hui, sera en 2025 de 180 zeta-octets, ce qui est à dire que la progression est fulgurante aujourd'hui. On peut noter en revanche que la croissance a tendance légèrement à se ralentir. En 2022, aux alentours de 20%, elle devrait stagner aux alentours de 25% jusqu'en 2025 à peu près. Mais le point marquant de ce slide, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est le poids du cloud dans la création de données. Aujourd'hui, en 2020 plus exactement, il était créé 9 zeta-octets de données dans le cloud et la croissance devrait être de 36% par an pour arriver à 43 zeta-octets de data créés uniquement dans le cloud. Et ça, c'est quelque chose de vraiment assez nouveau et c'est surtout bien en retrait par rapport aux données qui seront générées d'une façon classique, je dirais dans des systèmes non cloud, où la croissance sera uniquement de 20%. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est déjà le cas pour certaines technologies. Et ces technologies, c'est le big data, l'intelligence artificielle inévitablement, parce que c'est une technologie relativement innovante, mais aussi le segment des ERM. ERM, c'est un nouveau mot pour ERP chez IDC. Alors qu'est-ce qu'on note ici? Donc vous avez des courbes, les plus foncées marquent la croissance des investissements dans le cloud, et les plus claires, la croissance des investissements sur les technologies qui ne sont pas dans le cloud. On remarque donc les petits ronds, qui sont ici les points de bascule entre 2021 et 2023 des technologies qui portent sur l'intelligence artificielle, sur l'IA, sur le big data et sur le REM. Ça montre qu'à partir de ces dates, les entreprises vont davantage investir dans des technologies cloud que sur des technologies non cloud, quelle que soit la typologie de déploiement. Alors pourquoi? Eh bien, c'est assez simple en fait. Pourquoi avoir besoin de tant d'architecture nouvelle? Pourquoi avoir besoin du cloud également? C'est parce qu'aujourd'hui, l'entreprise a besoin de fonctionner avec un écosystème de données beaucoup plus étendu. Pas uniquement les données qu'elle stocke, en fait, qu'elle génère elle-même, mais un ensemble d'écosystèmes, un écosystème d'écosystèmes, on pourrait dire, qui est d'abord celui des transactions, on les connaît tous, les ERP, les MDM, les bases métiers, mais également les écosystèmes d'engagement, quelque chose qui est destiné à créer du lien avec les clients et mener des stratégies customer-centriques. Donc c'est le CRM, c'est les contenus personnalisés, c'est également gérer la distribution omnicanal. Là-bas, vous avez l'écosystème de production, c'est ce qu'on retrouve notamment dans le smart manufacturing, qui est drainé par l'IoT également, et puis les systèmes industriels. Quelque chose d'assez nouveau, l'écosystème d'automatisation, c'est tout ce qui concerne l'IA, mais également la capacité qu'on a à créer des interfaces qui s'adaptent automatiquement. La productivité et évidemment l'automatisation du scaling, en fait, tout ce qui gère l'automatisation des couches hautes et des couches basses dans le cloud. Et quelque chose d'assez naissant, les écosystèmes d'échange. Qu'est-ce que c'est l'écosystème d'échange? C'est la capacité à rapprocher les acheteurs, d'une part, et les vendeurs de données. C'est quelque chose d'assez nouveau, il se crée des nouveaux modèles économiques autour de ça. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'on devrait voir transparaître de plus en plus dans l'économie. L'idée, en fait, c'est que pour colmater toutes ces sources, pour les rassembler, il faut les passer dans un filtre qui est bien particulier de la data et les injecter directement dans tous les processus métiers que l'on retrouve au sein d'une même entreprise. Grosso modo, l'entreprise data-driven doit composer avec l'intégralité de ces données, ce qui tranche radicalement avec les environnements extérieurs. Et c'est d'autant plus important d'intégrer toutes ces données dans le stack, dans l'entreprise, tout simplement parce que la donnée aujourd'hui et la maturité donnée est corrélée directement à l'efficacité opérationnelle des entreprises. Alors on a mené une étude, c'était en Europe, en 2021. On a identifié 4 indicateurs de maturité data, en fait, et on les a confrontés aux parts d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Et qu'est-ce qui en résulte? Quel que soit l'indicateur, vous voyez,
que ce soit la fiabilité des opérations, la productivité, la qualité des produits ou les performances, la conformité réglementaire, et bien tout cela fait que plus on utilise des données dans les décisions, meilleure sera l'efficacité opérationnelle et les performances opérationnelles également. Donc tout ça, c'est un beau tableau, ça marche, sur le papier du moins. En réalité, c'est pas exactement ça. En réalité, il y a un problème, un vrai trouble dans la création de valeur avec les données. Une autre étude qu'on a menée, uniquement en Europe cette fois-ci, montre que seulement 2% des entreprises nous ont répondu n'utiliser que entre 95 et 100% de données dans leur prise de décision et dans l'ensemble de leur processus métier. Ce qui fait qu'en grande partie, seulement 77%, c'est-à-dire cette partie-là et cette partie-là, utilisent entre 25% et 74% de leurs données pour prendre des décisions. Ce qui crée en fait un véritable trouble dans le sens où on investit beaucoup, mais finalement la création de valeur que l'on génère derrière est beaucoup plus faible par rapport au niveau d'investissement. Alors quels sont les freins? Parce qu'il y a forcément des freins à cette histoire, à cette création de valeur. On peut les classer en deux formats, deux typologies de freins. Le premier, ce sont les facteurs extérieurs. C'est ceux qui génèrent aujourd'hui, finalement, le plus de dégâts, j'ai envie de dire, dans les entreprises. D'abord, la protection des données personnelles, la data gouvernance et la souveraineté des données, et les volumes de données collectées. On en a parlé 20 et 20 fois de la fameuse data avalanche. Hein, voilà, c'est ici. Ça, c'est véritablement les facteurs extérieurs. Il y a également les freins et les facteurs internes. Ceux-là, c'est ceux qui sont propres aux entreprises. On retrouve dans une moindre échelle, en fait, donc une question d'outillage, tout simplement, et surtout une question humaine aussi. Donc il y a le manque de compétences ou d'expertise interne, que ce soit en data ou même en data science, des problèmes d'intégrité, mais aussi des problèmes de budget et enfin des problèmes d'intégration. Un point très important quand on parle de valeur, c'est celui-ci, la difficulté à opérer les insights au cœur des processus. C'est ce que je disais auparavant. Les entreprises se doivent d'intégrer l'ensemble de leurs données, ça serait vraiment formidable, mais une partie des données, au moins les plus critiques, dans leur processus métier pour pouvoir abreuver et hydrater les décisions par la suite. Aujourd'hui, c'est un frein notable. Alors, on le voit notamment ici. Vous voyez, encore beaucoup de défis à relever là-dessus. Évidemment, l'existence de silos, ça c'est une certitude. La sécurité, ça reste encore un frein énorme. La qualité des données, uniquement 44%, moi je trouve ça un petit peu faible aujourd'hui, mais ça devrait encore augmenter. Et la contrainte financière, 36%, est citée vraiment comme un gros défi à relever. Et bien évidemment, si ça ne vient pas du haut, si la stratégie data n'est pas portée par le haut, c'est un frein également. Enfin, on peut retenir que 38%, c'est un problème de collecte et d'intégration de données aux outils d'analyse. Tout ça pour dire qu'au final, ce n'est pas uniquement des problèmes techniques, c'est aussi des problèmes humains. Donc une entreprise data-driven doit se familiariser avec la data. Cela engendre un modèle organisationnel qui doit être revisité et véritablement changé. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout d'abord qu'il y ait différentes couches de population. On a 3 types de populations, mais ces populations-là ont un vrai problème, c'est qu'elles ont des exigences radicalement différentes des autres. Un problème de décalage entre à la fois ce que souhaitent les data consumers ou les data curators, c'est-à-dire ceux qui vont, je dirais, utiliser les données, qui ont des exigences de confiance ou de faible latence, ceux qui traitent les données, donc la deuxième couche, qui ont des besoins radicalement différents, et surtout les CDO qui sont là pour gouverner, on va dire, les données, et qui ont également des besoins radicalement différents. Si tout cela n'est pas contraint dans un environnement flexible, extensible, il y a des grandes chances que la partie data ne soit pas suivie et opérationnelle. Donc pour résumer, et ça c'est un point important pour notre prochaine session où on devrait discuter, retenez bien ça. Il existe aujourd'hui une connexion limitée entre les données et leur valeur, et cela ralentit le ROI de la donnée. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Beaucoup d'investissements dans la donnée,
beaucoup de modes de déploiement différents, beaucoup de stacks, beaucoup de données également, mais derrière, peu de décisions sont prises de façon informée qui se reposent sur la donnée. Donc on a vu que les profils étaient diversifiés et avec un manque de vocabulaire commun entre les personnes qui analysent, qui traitent et ceux qui consomment la donnée. Complexité créative, on l'a vu aussi, beaucoup de systèmes, beaucoup de données, comment gérer des systèmes hybrides, comment gérer des systèmes hétérogènes avec des données et des formats qui n'ont absolument plus rien à voir ensemble. Prolifération des données, on en a vu, c'est le sujet phare en fait de cette présentation. Et enfin l'agilité, comment créer du lien redondant, agile, entre toute cette population et toutes ces technologies. Voilà, c'est quelque chose ça, que je vais vous laisser un petit peu pour vous bien l'imprégner, et ensuite on va passer au jeu des questions-réponses. Voilà. Maintenant, c'est à vous. On va commencer par quelques petites questions. Vous prenez la main quand vous voulez. La question est libre, c'est une conversation data qui reste ouverte. L'idée est de favoriser le partage, l'échange et surtout d'ouvrir la conversation et de livrer votre expérience et vos partages et vos retours. Alors je vais poser la première question. Où en êtes-vous dans la migration des données dans le cloud? Votre architecture repose-t-elle sur un environnement hybride, multi-cloud? Et quels projets ont été privilégiés et pourquoi? Qui veut prendre la parole sur ce sujet? Vous avez tous des projets cloud? Oui, monsieur, je sens que vous en avez un. Mais quand on parle cloud, c'est tous les services cloud. C'est pas que du SaaS ou... Non, le cloud en général. Le cloud, un mode de déploiement. Oui. D'accord, voilà. Chez GCDeco, on est 100% cloud. Sans citer le fournisseur du cloud, mais on est 100% AWS. D'accord. Voilà. Ne citez pas. Non, mais après, c'est une politique. Là, on est en train d'explorer aussi l'autre. Enfin, il y a deux options, même la troisième, on la connaît pas. Mais, enfin, c'est du Azure, soit pour garder. Mais on n'a pas de système actuellement, on n'a pas de système. Enfin, il y a les systèmes legacy, parce que vous avez parlé des solutions hybrides et même on-prem. On a encore des systèmes legacy, mais on est vraiment là presque, j'ai dit 100%, mais 99% on est sur du cloud. C'est data ou même tous les outils de DevOps, toutes les solutions sont de cloud. Oui. Ça fait combien de temps que vous avez fait cette migration? En fait, GCDeco, c'est parmi les premiers, même, je pense, qui ont poussé sur le cloud AWS. Je pense même en 2000... Ils ont commencé même il y a longtemps, je pense 2010, ou même ils étaient parmi les 5 premiers clients de AWS France. Mais ça a pris du temps, oui, ça a pris beaucoup de temps. Donc là, je pense que les data centers, on a passé par du OVH, cloud. Ça n'a pas bien marché, mais là je pense là je parle vraiment soit des machines, des serveurs EC2 ou bien même des bases de données RDS. On a passé tout sur du. Je parle pas que de la BI parce que moi je m'occupe de la BI, mais je parle aussi même des applications opérationnelles, des applications de vente. On est tous sur du cloud. Que ce soit sur des projets structurants, des projets d'innovation. Des projets d'innovation qui viennent créer de nouveaux services, etc. Généralement, c'est une refonte de tous les systèmes qu'on avait déjà, des projets. Donc en commençant par le projet, parce que moi, c'est des DSI, moi je fais partie de la DSI vente et affichage. Du coup, c'est un fournisseur d'espace publicitaire, donc c'est une vente d'espace publicitaire. Donc parmi les grands projets, c'est la digitalisation, enfin, tous les panneaux papier qui deviennent digital. C'est des solutions en interne, parce qu'avant c'était une solution externe, enfin c'est un éditeur qui fournit le service. Donc ça, c'est parmi les grands projets, c'est de développer en local, enfin en interne, des applications. Donc ça a coûté beaucoup d'argent et il y avait beaucoup de ressources sur ça. Et après, il y a dans chaque DSI aussi, pour toutes les solutions SAP par exemple, Unité, on est passé aussi sur du cloud. Donc petit à petit, c'est pour ça que la réponse à la question, ça a pris combien de temps? Ça a pris beaucoup de temps, mais pas tout en même temps. Donc c'est pour ça on a commencé par des grands projets. On a commencé même que pour héberger que les bases de données au début, que des Oracle RDS ou bien PostgreSQL. Et après, petit à petit, on a commencé aussi à migrer presque tout. À un certain moment, il y avait des systèmes hybrides. Ça veut dire que le serveur d'application, ils sont à plaisir.
Pas historiquement, c'était un plaisir. Et la base de données, elle est hébergée en cloud. Et petit à petit, on commence à migrer pour arriver à du 100% cloud sur des applications. Mais il reste encore des applications legacy qui génèrent pas beaucoup de business. Quand je dis génèrent des business, c'est les systèmes de vente par exemple. Ouais. C'est comme ça qu'on les mesure en fait. C'est en fonction de l'argent que ça rapporte. Ouais. Donc il reste quelques... Parce que juste pour information, on a des systèmes en fait. Pourquoi on est parti d'ailleurs, c'était la stratégie, pourquoi on est parti sur du cloud parce qu'on a 83 filiales dans le monde. Donc c'est plus facilité pour faire des systèmes qui seront utilisés un peu partout dans le monde. Et même pour le partage de données, par exemple, sur des stockages cloud S3, par exemple, pour parler des technos. Donc là, je pense qu'il y a la nécessité, et après il y a l'argent aussi pour économiser un peu. Parce que avec le cloud, la façon de gérer, de scalabilité, même de maintenance derrière, tout ça, c'était poussé vers le service, même s'il y a un prix derrière. Mais il y a cette nécessité aussi parce qu'on a des filiales, 83 filiales dans 57 pays. Et ça nous a aidé un peu à centraliser un peu la donnée et la gouvernance aussi pour que ça soit gouverné en France. D'accord. Donc on a compris un peu les implications. Ouais. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce point-là? Je vais peut-être vous présenter la situation chez ADO. Chez ADO, on a déjà bien avancé sur le move to cloud. On avait du legacy, on a tout transféré sur la GCP, on utilise le Google Cloud. Ça c'est derrière nous. Je pense qu'en termes de challenge ou de projet, c'est de passer sur donc on est passé sur un data lake, un data warehouse de façon assez classique, je dirais. Là où on travaille actuellement, c'est plutôt pour avoir une architecture data mesh. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, une architecture data mesh, c'est d'avoir une... On peut définir, si vous c'est bien d'expliquer le data mesh, je pense. C'est une architecture data qui est un peu décentralisée. Il n'y a plus d'équipe data centrale, c'est que les services et les produits qui produisent de la data, c'est eux qui la traitent, donc c'est un peu des... C'est les métiers qui gèrent directement. Voilà, c'est une architecture qui est totalement décentralisée et dont... Alors c'est un concept assez récent, hein, mais je vous invite à regarder parce que c'est un concept qui donne en fait la gouvernance ou en tout cas le pouvoir de gestion de la donnée aux producteurs et aux consommateurs de la donnée. Et finalement une donnée qui est produite par un produit, c'est le produit qui est le meilleur connaisseur de la donnée. Et donc c'est lui qui est en charge de définir les règles de qualité, de définir la qualification de la donnée, de la décrire, etc. Et c'est plus une équipe centrale qui récupère la donnée, qui se charge de faire les mesures de qualité. Donc ADO, un peu comme votre groupe, est un groupe qui est implémenté dans différentes business units et on essaie évidemment de tirer le maximum de la data pour évidemment avoir à la fois de l'insight du côté analytique, mais également sur la partie prédictive, donc plutôt sur la partie machine learning, où là on essaie d'avancer. Donc je dirais les challenges pour les prochains mois, les prochaines années, c'est d'avancer sur la partie plus machine learning, avec des sujets qui sont assez classiques, détection de churn ou forecast de prix ou de stock ou des sujets assez classiques dans le retail, mais il y a une volonté d'avancer très rapidement sur ces sujets-là et d'exploiter, d'être, comme vous le disiez, une entreprise data-driven. C'est important. C'est important. C'est devenu important. C'est pour ça qu'ils m'ont embauché. Donc, ça fait sens, mais vraiment d'exploiter la data. Il y a beaucoup de data qui, à jour, à date, ne sont pas exploitées, notamment sur la partie machine learning. Il y a une culture qui est assez ancienne sur la partie analytique, faire des dashboards, tout ça, mais évidemment on peut aller plus loin que sur la partie dashboard et de proposer des systèmes d'aide à la décision ou de détecter, comme je disais, du churn ou des choses... Vous allez chercher de l'agilité en fait, de l'agilité avec le cloud, également une capacité à mieux transmettre, j'ai envie de dire,
de mieux diffuser la donnée aux bonnes personnes, dans le bon timing, au bon moment? En fait, dans le terme data-driven, c'est de dire que, comme vous le mentionnez dans votre introduction, c'est que les décisions doivent être drivées par la data. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'on remplace les sachants qui prenaient des décisions, mais on leur apporte des suggestions qui après valident, ne valident pas. Après, c'est libre à chacun d'intégrer ça. Mais voilà, on veut que les décisions soient argumentées, en tout cas soient favorisées avec de la data. Très bien, merci. Qui a envie de partager son expérience sur la question du cloud? Où en êtes-vous dans la migration des données dans le cloud? Votre architecture repose-t-elle sur un environnement hybride ou pas? Oui. Pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, alors chez Burger King, on a une architecture qui utilise plusieurs clouds. Alors c'est historique. Aujourd'hui, on bascule aussi sur AWS pour la partie Snowflake. Le sujet central de notre bascule cloud, ça a été la scalabilité. Il y a une croissance forte sur le territoire français, donc on a un besoin de pouvoir élargir le périmètre de manière assez importante et assez rapide, donc ça a été un des prérequis. On n'est pas encore au data mesh. On est en train d'infuser une culture déjà de la donnée au sein de l'entreprise, donc ça passe par plein d'initiatives, des profils qui ont été recrutés pour. Moi, à mon niveau, j'ai quelques initiatives. Alors, je fais des newsletters. Enfin, je vais commencer à faire une newsletter sur ces thématiques-là, identifier des gens à l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, on est plutôt sur une architecture de centralisation de la donnée au sein du data lake, avec pour objectif de rapatrier des sujets comme effectivement du prédictif. Donc, on a commencé à discuter avec nos interlocuteurs côté Snowflake, et apparemment il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer, Snowpark, etc. Les initiatives, historiquement, elles étaient elles n'étaient pas dans le pôle data. Et aujourd'hui, on se dit qu'on a la capacité, avec Snowflake, avec le cloud, de rapatrier un peu ces thématiques-là. Donc voilà, c'est d'abord pour être capable de scaler, et ensuite de rapatrier petit à petit ces fonctionnalités-là. D'accord. Et mis à part des newsletters, en fait, comme vous avez favorisé en fait, c'est notre culture qui... On a tout misé sur vous avez tout misé sur les newsletters. Très bien. 100%. Une newsletter qui cible une typologie, une population en interne. Vous avez segmenté la population d'abord? En fait, c'est notre parti pris, mais pour infuser un petit peu la culture, on identifie des relais au sein des équipes métiers. Et on diffuse à certains métiers certains types d'informations en fonction des profils qu'on adresse et puis du calendrier projet qui sont leurs. C'est un peu comme ça qu'on cible quel type d'information on pousse à tel type de population. Voilà. Vous êtes côté métier ou côté IT? On est côté IT, mais il y a une volonté de synergie, donc moi physiquement, je suis un peu chez les métiers aussi. Voilà. Mais ça part de l'IT. Quelqu'un veut réagir sur cette première question? On peut enchaîner directement sur la partie data. On envie juste de réagir sur le sujet newsletter ou évangélisation des équipes en interne, c'est intéressant. J'ai récemment rejoint Snowflake, mais j'ai un client qui est dans l'assurance, qui a Snowflake depuis quelques temps, et récemment DataIQ pour la partie machine learning. Et en fait, ils sont en train de créer un pilote. Ils sélectionnent 30 à 50 ambassadeurs en interne, qui a un panel représentatif de l'entreprise. Et ça a pour objectif, donc c'est visible de l'université interne, donc de tout le pôle DRH, d'un cabinet de conseil spécialisé, de DataIQ et de Snowflake. L'objectif, c'est de travailler vraiment de concert pour qu'on trouve la bonne façon de justement évangéliser les métiers sur la solution, que ce soit vraiment une solution à la main des métiers qui puissent être indépendants, qui puissent aller former les autres personnes derrière. Et en fait, on est en train, vraiment c'est from scratch, et on est en train de penser à des sessions de formation, de hackathon aussi. Je sais que Crédit Mutuel l'a fait récemment, avec Maxime Avé, et de hackathon, et voilà, d'essayer en tout cas de trouver aussi de nouveaux cas d'usage pour les métiers, et que ça puisse les rendre, on va dire leur job au quotidien aussi plus intéressant. Chez Crédit Coopératif, groupe de BPCE,
en fait, c'est peut-être pas facile de migrer la donnée, parce qu'en fait, il y a la base, il faut gérer les différents établissements. Je pense que c'est intéressant, ça va venir, mais je crois que ça prend du temps. C'est pareil, parce qu'en fait, c'est des données bancaires. Je pense qu'ils préfèrent avoir leurs données chez eux, ou que dans le nuage, je sais pas. Et il faut aussi gérer les différents établissements. Il faut voir si tous les établissements ils arrivent ou sont compatibles avec Cloud. Ok. Nous aussi, en fait, ça commence un petit peu. On fait la même chose aussi. On essaye de rendre les données aux utilisateurs fonctionnels, utilisateurs métiers. On ne garde pas ça chez nous parce que c'est vrai que peut-être les utilisateurs métiers, ils connaissent plus les données. Ils peuvent avancer plus vite, faire les recettes plus vite. Voilà. C'est de la responsabilisation. Oui, c'est ça, oui. Et partager les données, je dirais. Et voilà, que ça reste pas juste dans le pool data qui est très surchargé. Voilà. Pour répondre à tous les demandes métiers. Donc vous allez chercher l'agilité qu'il y a derrière, encore une fois, qu'on va chercher dans un data mesh. C'est ça. Je pense que le côté utilisateur, il y a un peu une confusion entre les données qui sont chez nous, donc on les contrôle, et les différentes nuances de cloud avec les niveaux de contrôle et de vérification de la donnée qui sont plus ou moins variables. D'accord. Donc ça c'est un peu une réaction spontanée d'un utilisateur. Les données, il faut qu'elles soient chez nous, sinon on va les perdre. On va les exploiter. Donc la question ne se pose pas dans ces termes-là. C'est plus compliqué et plus sophistiqué que ça. Quelles sont les bonnes questions à se poser du coup? Dites-nous tout. Les questions à se poser, non, c'est l'information des utilisateurs. Comprendre que c'est pas parce qu'une donnée est dans le cloud que pour autant une donnée en IaaS, en PaaS ou en SaaS, c'est pas tout à fait la même nuance. Donc il y a les opérations directes qui sont faites par les services IT, même si c'est dans le cloud. Alors que dans certains cas, effectivement, on délivre les données à un opérateur qui prend en charge, qui a des obligations contractuelles plus lourdes. C'est un peu les nuances différentes par rapport à la sensibilité, la confidentialité et la légalité de la donnée. D'accord. Je crois que vous n'étiez pas là quand on a commencé le tour de table tout à l'heure. Vous travaillez je suis joyeusement arrivé. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je travaille chez Vinci. Oui. Je travaille chez Vinci. Oui. D'accord. Et vous avez des gros projets data en ce moment chez Vinci? On commence à y réfléchir sérieusement. Oui. Donc, alors je travaille à la holding, donc ce qui fait que c'est pas moi qui ai les plus gros projets data, puisque les pôles ils ont d'autres manières de gérer les données. Par contre, il y a des soucis, notamment sur les reporting, par exemple sur le développement durable, où il y a une problématique de consolidation de données qui va être assez comique. Et ça va nous arriver dans tous les sens, puisque Vinci c'est 3500 sociétés, avec une autonomie forte. Donc je pense que ça va être un peu la foire dans le poigne. Après, on n'a pas de tabou sur le cloud. On n'y est pas, mais on n'a pas de tabou. Vous n'y êtes pas? Non, aujourd'hui, non. Enfin, on est pas sur le cloud public, pas de... Non, on n'a rien. Tout est on-prem pour le moment, c'est la prochaine étape. Mais on va y passer, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, je pense que les compétences qu'on a derrière, on les connaît. Après, le data management, c'est plus un aspect de gouvernance interne, avec la connaissance, le partage des définitions, les règles, etc. Tout ça, c'est un vrai sujet. Et qu'est-ce qui va vous pousser dans le cloud du coup? Est-ce que vous parlez de gros projets data? Est-ce que c'est la data qui va... Bon, il y a des raisons qu'on a évoquées lors de la présentation que les autres... Plus ça va, plus le workload bascule dans le cloud. Oui, voilà, c'est pas... Tout le monde y est, on y va, mais... Pour notre nouveau siège social, c'est zéro data center, donc tout passe par Internet. Alors aujourd'hui, on a des VPN pour accéder aux charges internes, mais le projet, c'est du zéro trust network, full Internet. Donc on va forcément basculer sur Internet en totalité. C'est juste une question de temps. Oui, c'est ça. C'est lié aussi à la culture parfois et l'organisation aussi. L'organisation, oui. Dans le cas, l'organisation, c'est à plusieurs niveaux. Donc effectivement, il faut que ça décante. Il y a des pôles qui sont plus en avance que nous, donc il n'y a pas de débat. Pour les points de vigilance, parce que je pense qu'on n'a jamais parlé de la régionalisation. Tout ce qui est la régionalisation en fait. La régionalisation, oui, on a abordé un peu le sujet. Oui, parce que j'ai entendu beaucoup plus sur français, beaucoup plus sur la sécurité. Effectivement, je pense que c'est le premier point pour tout le monde. Oui. Pour se lancer dans le cloud, enfin la data dans le cloud. Nous, on a eu pas mal de problèmes, de problématiques de région, parce qu'une donnée qui est en Irlande et une donnée qui est en Australie, à Sydney.
Oui. Là, c'est catastrophique quand on a des systèmes d'informatique où même l'intégration et la base de données elle est dans une autre région. Là, c'est vraiment des latences énormes et ça cause des problèmes sur l'expérience utilisateur. Après, Snowflake, on n'a pas. Donc, peut-être c'est un client potentiel, mais on n'a pas ça. Et je ne sais pas s'ils gèrent vraiment bien la multirégionale. Même déjà dans la même région, des VPC différents, ça peut être aussi... Donc la latence, c'est vraiment un point de vigilance à avoir quand on décide de monter ces données dans le cloud. Surtout la BI, même tout ce qui est visualisation de données, du Power BI ou du tableau, si on clique sur un schéma, il faut attendre même 5 secondes, c'est trop pour l'utilisateur. Il ne faut pas attendre à tourner quelques secondes. Est-ce que vous faites un compromis du coup entre le choix de votre fournisseur et puis une technologie qu'on pourrait mettre entre les deux finalement si vous voulez Après on lâche pas l'affaire, on lâche pas l'affaire du cloud. Après il y a des solutions, je ne sais pas comment les gens les règlent ailleurs, mais après il y a des solutions, c'est dupliquer le système ou bien de mettre tout dans la même région et l'autre dans l'autre région. C'est juste ça. Faire juste un système 100% Australie ou Chine et un système 100% européen. Il y a un risque politique. Après, c'est la guerre du trade. D'un seul coup, vous pouviez piquer toutes les données du jour au lendemain sans prévenir. Donc, après, il y a aussi c'est un sujet non négligeable qui n'existait pas avant. Enfin, tout le monde l'ignorait joyeusement. Enfin, on savait que les Américains se servaient quand ils voulaient, sans prévenir d'ailleurs. Et avec les Américains, tout le temps, je pense que le risque existe un peu partout dans le monde. Oui, j'imagine bien. Mais la Chine encore, c'est plus compliqué. Parce qu'ils veulent garder la donnée chez eux. D'accord. Oui. On n'a pas parlé des coûts en matière de points de vigilance. Je pense que c'est. Vous voulez intervenir sur cette partie-là? Non, mais je pensais que ça allait venir parce moi aussi. On parle de capacité illimitée de stockage de compute et donc une grande liberté des utilisateurs. Et forcément, avec une grande liberté arrive une grande responsabilité. Donc il y a toute une pratique de FinOps à mettre en place en général. Qui n'est pas forcément là à la base, mais qu'on apprend vite à creuser. Je ne sais pas si sur AWS, sur Snowflake, comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez des équipes spéciales qui ont été montées? Est-ce que c'est géré pour la gestion des coûts? Est-ce que c'est un sujet finalement quand on Ah oui, c'est un grand sujet. Comme c'est facturé à la consommation. Oui, voilà. Du coup, on a des équipes qui gèrent ça et qui ont des rapports presque mensuels pour. Après, je sais pas si c'est vraiment on est dans le même sujet, mais une machine qui est sur-sizée, on a des alertes. C'est très très surveillé. Côté coût, on a des équipes spécialisées pour ça, pour gérer toute cette partie-là. D'accord. Après, et ça se gère bien? Oui, ça se gère très bien. C'est un bâton. C'est vrai que je rejoins ce que vous dites. Il y a tellement cette facilité en fait d'accès à l'infra. Je parle de l'infra. Et du coup, on a cette liberté je pense contrairement à du on-prime. Oui, il faut vraiment un serveur physique, il faut l'acheter, il faut l'installer, Là, avec le cloud, il y a tellement de facilité à approvisionner des machines qu'on se permet... et du coup, il y a des déchets. Enfin, il y a des déchets, il y a pas mal de pertes. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui gèrent à surveiller. Si une machine n'est pas utilisée pendant, je sais pas, X temps, il y a des alertes pour soit décommissionner ou bien même downsizer. Oui. Je pense que l'identification des coûts, je me trompe, peut-être que certains ont des pratiques très avancées, mais c'est plus facile dans le cloud qu'on-prem. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est un avantage. Du tout un point de vigilance. Là, on est rentré dans les problèmes de refacturation de service, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Il a un reporting de tout ce que... Ok. C'est identifiable plus facilement. Vous parlez de FinOps, donc là on a vu AWS, sur GCP il y a des sujets, ça a été simple à mettre en place. La gestion des coûts. Non. C'est la partie FinOps. Je suis d'accord. La thématique des coûts. Non, la partie FinOps, c'est pas totalement carré. D'accord. Il n'est pas dans mon périmètre, mais n'est pas totalement abouti. C'est nouveau, hein. C'est pas très vieux. C'est pas très vieux le move to cloud que vous avez fait. Pardon? C'est pas très vieux le move to cloud que vous avez fait. Non, c'est pas très vieux, non. C'est peut-être pour ça qu'il faut le mettre en place. La question c'est est-ce que c'est mis en place dès le début ou est-ce que vous en apercevez après? C'est FinOps. Non, on s'en aperçoit après. Voilà. La phase d'expérience et. Vous avez une équipe dédiée aussi?
Il y a une équipe dédiée, ouais. Il y a une équipe dédiée. Mais qui est pas, qui est en cours de, je dirais, de monter en compétence sur le sujet. Et il y a des budgets évidemment qui sont définis par les projets. Après, voilà, c'est plus sur le fait d'avoir du système d'alerting pour s'assurer que la partie consommation du cloud est bien en ligne avec ce qui a été provisionné. Ouais, d'accord. Donc c'est de nouveaux KPI en fait que vous avez. Pardon ? C'est de nouveaux KPI que vous avez. C'est ça. Que vous avez introduit en fait dans votre. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que c'était facile à passer? Parce que là, je m'imagine aujourd'hui, je vois nos équipes qui travaillent. Nous, on est au tout début du cloud. On commence à l'envisager quelque part. Tous les rapports qu'ils nous demandent aujourd'hui, c'est gratuit quelque part. Hein, c'est l'équipe data qui fournit et puis ça marche pas, tant pis. Mais puis ça peut se permettre de tourner tous les jours et passer de ce mode-là en se disant à partir de demain, attention, tu vas être facturé, on va vous refacturer pour ce que vous consommez. Est-ce que ça passe bien comme discours ou pas trop? Quelqu'un vous l'avez expérimenté? En fait, comme je le disais, c'est que l'aspect FinOps n'est pas directement, je suis pas en charge de ces aspects-là. Ouais. C'est plutôt les équipes de performance, etc., qui définissent les budgets par projet. Donc, sur un projet, si on a, je sais pas moi, 10 dashboards, etc., qui consomment évidemment des API, c'est de provisionner finalement le budget. Et après, c'est de s'assurer. Mais c'est prévu dans le budget. Voilà, c'est un peu la fonction. Je dis pas que, c'est pour ça que je disais que tout n'est pas carré. Ouais. Je dis pas qu'on est totalement efficace à 100% là-dessus, mais c'est l'objectif. Donc, du coup, ça demande aussi aux anciennes équipes qui traitaient la finance de monter un peu en compétence sur les sujets cloud, comprendre que évidemment quand on développe un dashboard dans un système de machine learning et qu'il y a des coûts au call API qu'il faut intégrer ça, qu'on est plutôt dans un mode de facturation à l'ancienne, etc., où on avait des licences, voilà. Tout ça c'est intégré, c'est en visibilité. Qu'il reste encore un petit peu de perfectionnement, je dirais, pour être tout à fait carré là-dessus. C'est normal, c'est très complexe. Si on est sur une stack full GCP, full AWS, ça veut dire qu'on utilise une grande variété de services qui ont tous un mode de facturation différent. C'est ça. Avec des choses qui peuvent être mutualisées entre divers usages, des traitements qui vont générer de la donnée qui va être utilisée derrière par différentes équipes. Et donc, comprendre comment on va refacturer tout ça, c'est... Justement, c'est intéressant parce qu'on parle un peu du multi-cloud derrière et des systèmes hybrides. Alors, on glisse tranquillement vers des environnements hybrides et surtout la capacité qu'on a à ne pas reproduire des silos. On essaie de retirer en fait sur tous ces environnements en interne, sur ces environnements de prémices. On se dit tiens, on va utiliser le cloud pour justement élargir tout ça. Et est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur justement comment faire pour ne pas reproduire ces silos dans le cloud? On parle de système hybride, mais on parle également de plusieurs providers. On parle de système multi-cloud, plusieurs services également. FinOps, c'est un peu l'idée aussi, de pouvoir calculer en mettant des KPI sur les différentes plateformes. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner là-dessus, en fait, sur comment éviter de reproduire ces silos dans le cloud? Est-ce que c'est d'abord un sujet auquel vous êtes préoccupé? Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Est-ce que ça ne l'est pas? Non, ce n'est pas parce que justement le Move to Cloud, il a pour vocation à ne plus avoir de silos. Donc avant, j'ai rejoint ADO récemment, mais je connais un petit peu l'historique. Avant, ADO a une vingtaine de BU à travers le monde et chacun avait leur système d'information dédié. Donc ce qui crée des silos je dirais par design, parce que chaque BU a son système d'information, utilise des technologies qui sont propres, qui ne sont pas forcément compatibles, n'exposent pas la donnée et ne la partagent pas. Et le Move to Cloud a pour vocation de briser ces silos. Donc je dirais l'aspect silo, il est plutôt derrière nous. Là où l'aspect FinOps est un peu plus difficile à traiter, c'est que sur l'aspect FinOps, il faut trouver le bon équilibre entre l'investissement d'un coût de stockage ou d'utilisation d'API par rapport à la valeur de la donnée.
Donc si je stocke des logs d'applications informatiques qui ne servent à rien et qui font consommer du cloud qui est facturé, voilà, c'est plutôt par rapport à ça quel est avoir la bonne balance entre le coût qu'on investit et qu'on se permet de dépenser sur le cloud par rapport à le ROI ou la valeur ajoutée que nous rapporte ça. C'est pour ça que c'est des sujets qui sont assez compliqués. Le fait de dire, voilà, j'expose de la data, j'ai un dataset. Si le dataset il n'est jamais utilisé, on a des coûts de facturation pour quelque chose qui nous rapporte zéro. C'est pareil pour les sujets de machine learning. Donc si j'utilise des API d'IA, il faut qu'on mesure quand même le coût de celle-ci et quel est le ROI qui va en face. Donc si j'utilise des API de computer vision et que derrière je les incorpore à un produit ou je les incorpore jamais à un produit, finalement c'est là où le calcul il est compliqué. Sur cette notion de stylo de data, en fait, on dirait pas que ce soit une problématique très très forte en fait. C'est passer dans le cloud, mais c'est pas quelque chose de. Je pense qu'il y a une autre dimension, parce que quand on parle de FinOps, on parle souvent de broking de service, c'est-à-dire d'aller chercher le service le moins cher à l'endroit le plus adapté. Oui. Et en fait, moi je pense que passer d'un cloud à un autre, c'est juste une vue de l'esprit aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est mon avis, mais à part peut-être en IaaS, et encore. Je vois pas comment, une fois qu'on a signé avec Google, on passe chez AWS comme ça en claquant des doigts. D'accord. Donc le multi-cloud, c'est une vue de l'esprit. Enfin, non, c'est pas une vue de l'esprit, mais c'est pas si transparent que ça. C'est pas aussi transparent que ça. C'est pas aussi transparent que ça. Donc on a quand même une dépendance de l'opérateur de cloud qui est pas neutre. Enfin, nous, on a l'expérience avec Azure. Alors, vous changez pas, vous quittez pas Azure comme ça. Hein. C'est un investissement qui est quand même assez dur. Les fonctions qui permettent de passer d'un cloud à l'autre restent quand même assez basiques. On ne rentre pas dans la chaîne de valeur assez profond pour dire qu'on a une dépense plus forte des opérateurs, plus au monde dans la chaîne de valeur. D'accord. Nous, on a quand même un certain nombre de clients qui sont big cloud, mais de façon un peu historique, avec une partie, je sais pas, moi, je suis sur la partie retail, donc les magasins qui sont sur Azure, et puis la partie e-commerce qui va être sur GCP par exemple. Et donc ça crée des silos parce que c'est pas facile de faire des analyses cross-cloud. Et c'est là que, nous, Snowflake, c'est typiquement le genre de client qu'on va cibler parce que Snowflake vient, c'est une souche qui va permettre de réconcilier les différents clouds. Donc c'est pas que de l'esprit, il y en a quand même. Après, c'est pas toujours une stratégie. C'est pas une stratégie simple. Demain, dire ce qui est dans l'AWS et ce qui est dans je les rassemble, c'est une grosse opération. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Nous, on le simplifie pas mal d'un point de vue data, d'un point de vue analytique. En dessous, il reste pas mal de choses à démêler. Quand on prend un tenant Snowflake, il est dans un cloud et il est figé dans ce cloud-là quand même. Il est figé chez un provider quand même. Oui, même si derrière nous, on peut y mettre les données qui viennent d'un petit peu n'importe où. Derrière, vous avez reproduit le problème à votre niveau du coup. Ce qu'on a fait en fait, c'est que vous avez votre compte, vous choisissez une région et un provider pour la résidence des données, parce que c'est important pour les clients de savoir où est stocker la donnée. Et après, vous pouvez vous intégrer avec le stockage des différents clouds, donc faire monter des fichiers qui soient sur. Et si vous, demain, vous voulez changer de cloud, vous fâchez avec un des trois providers. C'est pas prévu. Non, mais vous avez le même problème qu'on évoque ici en fait. Vous êtes à coquiner avec le cloud dans lequel il y a le tenant de ce client. Oui, c'est une façon de voir les choses. Après, je pense que les trois clouds publics, ils sont là pour rester. La question, c'est plus de est-ce qu'on va vers un cloud ou est-ce qu'on va embrasser d'autres clouds, pour rester dans la métaphore un peu. Et ce qu'on a annoncé récemment, c'est aussi sur l'aspect hybride, des intégrations avec Dell et Pure Storage pour aller pouvoir traiter cette donnée qui est actuellement encore bloquée dans les Il nous reste 10 minutes, 10, 12 minutes, 15 minutes aussi, vraiment la conversation est engagée. J'ai envie de vous emmener sur le terrain, surtout cette fois-ci de la valeur. On a parlé beaucoup de valeur tout à l'heure, c'était un axe assez cadre de ma présentation aujourd'hui. Et est-ce que vous, quand vous avez
migrer votre donnée dans le cloud? Est-ce que vous avez mesuré sa valeur? Est-ce que vous avez eu un impact sur la valeur là-dedans? Et est-ce que toute la chaîne de valeur de la donnée dans votre entreprise a pu en bénéficier? Quelqu'un a une idée sur cette question? Est-ce que c'est analysé surtout? Comment? Est-ce que c'est analysé Est-ce que c'est analysé? Ouais. Est-ce qu'il y a un impact derrière? Sur du reporting legacy, enfin contraint comme sustainable ou l'équivalent. Non, on n'a pas de choix. Donc, il y a le problème de la valeur. Alors il y a des side impact parce que le fait de le mettre en œuvre, ça génère d'autres choses vertueuses, mais c'est difficile à mesurer. On a beaucoup parlé de data mesh tout à l'heure, justement, c'est un peu l'idée. C'est justement l'idée de connecter les points qui ne sont pas connectés, de repositionner les points qui sont mal positionnés dans la chaîne de valeur, de ceux qui utilisent la donnée, de ceux qui produisent la donnée, de connecter beaucoup plus rapidement cette histoire-là. Donc vous avez évoqué ce projet-là. Est-ce que d'autres ont également réfléchi à cette question, et est-ce que c'est quelque chose que vous ne mesurez pas, vous n'avez pas envie de mettre en place? En toute transparence, nous dans le Move to Cloud, on est trop récent pour mesurer les impacts en termes de ROI. Et comme je le disais sur les aspects FinOps, c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués à mesurer sur le ROI, mais je pense qu'on est trop frais sur le Move to Cloud pour pouvoir dire du coup d'être passé sur du cloud, ça nous a permis d'économiser temps par rapport à des systèmes qui étaient plutôt dans des architectures ou des systèmes d'information classiques. Je pense qu'on est trop jeune là-dessus pour pouvoir le mesurer. Très bien. Quelqu'un d'autre a une réaction sur ce sujet? Non? Très bien. Alors, pardon, excusez-moi, oui. J'ai en tête la mutuelle AESIO, et c'est la directrice générale qui disait justement en termes de ROI calculé dès la première année, ils ont fait une économie de 4 millions d'euros sur l'infrastructure. Sur l'infrastructure? Sur l'infrastructure. Et ensuite, il y a plusieurs KPI métiers qui étaient calculés en fait avec les directrices des risques. Et sur ce type d'action, pour faire les requêtes, etc., ils ont estimé qu'ils allaient 500 fois plus vite avec le Snowflake. D'accord. Donc, c'est quoi la valeur finale de c'est la transformation de l'action. C'était le calcul des risques et de où est-ce qu'ils mettent le curseur dans l'assurance au final. Et ils prenaient en fait plusieurs heures ou plusieurs jours pour pouvoir faire ces requêtes. Et il y a un article qui est publié, elle a été interviewée d'ailleurs le mois dernier avec l'Argus de l'assurance. Ils avaient participé à l'événement Next Assurance en mai dernier. Donc ils font pas mal de références assez fréquemment que vous pouvez trouver qui sont publiques. C'est intéressant, c'est des cas d'usage qui sont bien sûr totalement différents. Il y a 2 jours, on discutait justement avec l'événement aussi Talend sur les sujets de fil dans des usines. Enfin, les cas d'usage sont multiples et les ROI après dépend si on le fait sur des use cases vraiment métiers, combien de millions sont économisés sur de l'infrastructure. Tout dépend des critères. Oui. Et le positionnement de la data également dans le modèle économique, j'imagine que tout à fait. Plus il y a de poids, plus la mesure sera là, inévitablement. J'aimerais qu'on termine cette session sur la gestion du changement. On va parler de newsletter tout à l'heure. C'est quelque chose qui résonne en fait, parce que à chaque gros projet, on voit que ce sont des projets qui transforment. En fait, c'est des projets que vous avez mis en place. C'est pas des petits projets anecdotiques. On va changer à la fois la technologie, on va changer le mode de consommation, et on va changer le modèle économique du projet également. Aujourd'hui, comment faites-vous? Comment faites-vous pour aborder cette gestion du changement? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place? Et puis surtout, comment orchestrez-vous cela? Comment orchestrez-vous ces projets critiques en matière de gestion du changement? Parce que la gestion du changement est quelque chose qui... Pour moi, c'est la réussite du projet aussi. C'est la réussite du projet. C'est la réussite d'un projet, parce que si c'est mal opéré, en fin de compte, ça peut être... C'est des projets structurants. On l'a bien vu dans tous vos témoignages, ce ne sont pas des petits projets. À partir de là, il faut initier une forme de mécanisme de sensibilisation, d'éducation, d'acculturation, quel que soit le terme qu'on utilise. Mais derrière, au final, le succès est dépendant de toute cette... Tout à fait. Pour nous, c'est
c'est un point qui est traité sur justement de l'acculturation. L'acculturation à la data et à l'IA pour que notamment la partie métier comprenne bien quels sont les enjeux data, quelles sont les problématiques par rapport à la qualité de la donnée, par rapport à l'exposition de la donnée, par rapport au partage de la donnée et également à l'IA et le machine learning. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA, expliquer que l'IA ne remplace pas les humains mais est une aide à la décision. Et pour moi ça passe par de l'acculturation et ça passe par du développement de use cases qui sont data driven. Il n'y a pas meilleure preuve que des use cases qui sont data driven, qui permettent de démontrer au métier la valeur ajoutée de la data et de l'IA. D'accord, l'approche vraiment sur le métier. Un commentaire sur cette question de gestion du changement. Pour rebondir sur le sujet, à travers les use cases, je pense qu'il y a un principe qui marche toujours très bien, c'est la success story. Nous, on a une approche sur une façon dont on expose la donnée à travers une fonctionnalité de Snowflake qui est le reader account, et qui est de dire sur certains de nos consommateurs de données historiques qui peuvent utiliser de la donnée de manière assez standard par dépôt de fichiers plats sur des serveurs SFTP. On a une possibilité aujourd'hui de mettre à disposition un terrain de jeu sur lequel on peut aller soi-même requêter de la donnée. Et nous, on travaille avec un de nos partenaires sur cette fonctionnalité de reader account qui leur permet aujourd'hui d'aller plus loin dans l'exploration des données qu'on leur fournit, d'être un petit peu plus libre, et on suit un petit peu ce pilote pour voir si ça peut faire une success story, pour aller voir nos autres directions métiers ou consommateurs de données sur la thématique du voilà ce qu'on peut faire, on peut vous accompagner sur votre autonomisation dans la façon de consommer. Et je pense que ça va apporter ses fruits sur ce sujet-là. C'est intéressant parce que là on parle de transformation pas seulement interne à l'organisation mais aussi auprès de l'écosystème et au fur et à mesure que vous gagnez en maturité, essayez de projeter un peu ça sur vos partenaires. Donc on va voir ce qu'ils peuvent faire avec cette nouvelle possibilité. On a la possibilité aussi de monitorer le coût. Donc aujourd'hui on sait calculer combien ça nous coûte d'exposer de la donnée à ces personnes-là, comment ils consomment le service, combien ça nous coûte, ce que cela rapporte. Et puis peut-être que pour les métiers, les gens qui travaillent à produire cette donnée, c'est aussi un incentive de se dire, de voir le résultat, comment c'est requêté, comprendre exactement les usages. On se dit que le travail est utile et on a envie d'investir plus dedans. Est-ce que vous parliez tout à l'heure d'un système en mode self-service, quelque chose comme ça qui permet justement à une certaine catégorie des personnes identifiées, des ambassadeurs, on va dire, des champions, je ne sais pas, en fonction de l'entreprise, qui permettent de manipuler eux-mêmes de la donnée qui a été raffinée auparavant, j'imagine, dans cette règle de data pipeline, et ensuite de pouvoir eux-mêmes croiser, agréger, créer des rapports, etc. C'est vraiment une problématique ça, qui est en place. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose du coup ça sur lequel vous réfléchissez pour pouvoir gérer cette gestion du changement, c'est-à-dire que proposer à des populations qui ne sont pas forcément IT ou très sensibilisées aux données, de pouvoir justement créer eux-mêmes quelque chose face à ça. Les sensibiliser en fait, augmenter une forme de culture et amener petit à petit le projet. Je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites et chez ADO on fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on veut rendre la data autonome. Quand je dis la data autonome, ça veut dire que n'importe quel utilisateur dans le groupe peut avoir accès à de la data, à des datasets, avoir une mesure de la qualité du dataset, le réconcilier avec d'autres pour soit faire de l'analytique, soit faire du machine learning. C'est pour ça que l'architecture data mesh qu'on souhaite mettre en place a pour objectif de ça, c'est de démocratiser la data pour que tout le monde puisse l'utiliser et en tirer parti. Alors, il y a une question aussi sur ce sujet, j'allais vous poser la question, ça demande quand même un petit peu de technicité d'aller manipuler de la donnée. Le data mesh, de ce que je comprends, c'est quand même donner la possibilité à toutes les directions métiers, en tout cas un groupe de personnes, de pouvoir manipuler cette donnée. Est-ce que tout le monde a la maturité pour le faire ?
Non. Comment non. on fait pour accompagner ces personnes-là? C'est un vrai sujet, quoi. De mon point de vue, encore le concept data mesh est assez nouveau. C'est plus des questions d'organisation. C'est-à-dire que classiquement, les équipes data sont dans une équipe centrale avec des data analysts, des data engineers, etc. L'idée du data mesh, en fait, c'est de déployer des équipes data dans chacun des produits ou des services. C'est-à-dire que dans chaque producteur de data, il va y avoir des data stewards, des data analystes, etc., qui vont travailler eux-mêmes sur la data pour assurer, qualifier la data et la publier de la meilleure façon, et qu'on n'est plus dans une architecture centrale, on a une armée de data analystes, data stewards qui récupèrent des data des produits et qui fait du redressement de la data, qui mesure la qualité, etc. Donc c'est vraiment d'avoir une architecture qui est distribuée, où celui qui produit la data est responsable de sa data, donc il est data owner, et qu'il publie la data et il qualifie. Parce que finalement, quand on produit de la data, c'est celui qui connaît sa data qui peut au mieux la qualifier et savoir quelles sont les datas qui sont intéressantes, quels sont les champs qui sont intéressants, quelles sont les mesures de qualité pour valider la data. Et ça, c'est plus cohérent que ce soit le producteur de la data qui définisse ses requirements, ses contraintes, plutôt qu'il y ait une équipe centrale qui regarde et qui questionne finalement les product owners pour demander à quoi correspond cette colonne, quel est le niveau de qualité qu'il faut avoir sur cette colonne, quel est le niveau d'anonymisation qu'il faut avoir sur la data, etc. C'est vraiment de rendre un petit peu la responsabilité de la data au sein des produits. On n'y est pas encore chez ADO, mais c'est la volonté qu'a le groupe de changer d'un mode où on a une équipe data qui est centrale et de la déployer plutôt du côté des produits pour les rendre responsables, mais également pour mieux qualifier la data et pour mieux publier la data, qui après, quand je dis la data doit être autonome, c'est-à-dire que, ce que je dis toujours, c'est que pour moi, un dataset qui est publié, normalement, il devrait être utilisable par n'importe qui, sans avoir à poser des questions à celui qui l'a produit. Donc c'est ça. Donc ça passe par évidemment la documentation, ça passe par la mesure de la qualité, du monitoring de la qualité, pour que celui qui consomme la data ait tous les paramètres pour se dire je vais la réconcilier avec tel dataset et je peux le faire de façon autonome et efficace. Est-ce que ça dépend aussi d'une partie de formation? Parce que l'autonomie vient également dans la sensibilisation. Il faut comprendre qu'on est relativement autonome, c'est-à-dire que par essence, j'ai envie de dire. Donc est-ce que vous avez tous des projets data, inévitablement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera la dernière question de cette session, est-ce que la formation fait partie aujourd'hui d'un pilier cadre d'un programme de gestion du changement? Je n'ai pas encore parlé de recrutement, on va parler de formation. Moi, je dirais évidemment. Ça va avec. C'est presque mandatoire. Ok. Une autre réflexion sur cette approche de formation? Non. Il y a peut-être un aspect communauté aussi, enfin, le fait Communauté, que chaque data. domaine se retrouve un petit peu autonome. Il faut du quand même, data mesh. oui c'est ça, c'est le data mesh, c'est qu'il faut quand même qu'ils communiquent, qu'ils se retrouvent dans des instances avec des espèces de centres d'excellence. Je ne sais pas comment c'est brandé dans le data mesh. Mais... Oui. En fait, moi je suis head of data et en fait les experts data sont déployés dans les produits, mais ils me sont rattachés. Et donc du coup pour des questions d'homogénéisation des outils, des pratiques, etc. Très bien. Super. Je crois qu'il est temps de conclure cette session. Je vous remercie à tous d'avoir pu partager toute cette expérience, ces savoir-faire aussi, parce que du coup, quand on mène des projets structurants, c'est important d'avoir de l'expérience et de partager l'expérience d'autres personnes. Donc merci encore pour ça, merci pour votre transparence. Et puis je crois que nous pouvons passer à l'autre partie de la soirée, à savoir le cocktail. Voilà, je vous remercie encore et puis bonne continuation et bonne soirée. Merci à vous. Merci.